L'exposition Global Résistance regroupe une soixantaine d'artistes récemment acquis par le musée et offre la possibilité de plonger dans l'univers de ces artistes des Suds, de l'Amérique latine au continent africain en passant par l'Asie, et de faire émerger les principales thématiques qui les obsèdent dans leurs œuvres, des questions de résistance, notamment des résistances qui s'envisagent selon plusieurs axes, une résistance qui peut être à travers l'art lui-même ou dans un discours beaucoup plus, disons, engagé et offensif sur des questions de société. Les artistes majoritairement donc issus d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient donnent à voir un travail qui a été effectué par le service de la création contemporaine ici au Centre Pompidou, dont nous sommes conservatrices. Et également, on souhaite rendre hommage au travail de Young Ma, conservateur qui s'est chargé de l'Asie du Sud-Est. Cette exposition nous permet notamment de faire le point sur des moments historiques qui continuent à hanter notre histoire collective, comme la mémoire de la colonisation ou la disparition du monde communiste dans les années 90, et de faire le point sur ces mémoires 30 ans après. Il est important de rappeler que même si ces artistes sont issus de géographies spécifiques, on a vraiment voulu travailler autour de la notion de diaspora et de sortir d'un prisme géographique et de montrer que les artistes, même s'ils sont le fruit d'histoires locales, rendent aussi compte de circulation et de mobilité collective. L'exemple que nous voyons ici est celui de Khalil Rabaa, un artiste palestinien qui évoque le conflit israélo-palestinien à travers cette œuvre pleine d'ironie, puisqu'elle s'intitule « Tout va bien », alors que, comme vous le voyez, ce vieillard décharné, qui est issu d'une fameuse peinture très connue dans le monde palestinien, portait autrefois Jérusalem sur son dos, et aujourd'hui, le poids de Jérusalem lui a été ôté, mais le problème demeure. Nadia Kabilinke est une artiste d'origine tunisienne et ukrainienne, une artiste cosmopolite qui vit à Berlin et qui, à chaque fois qu'elle envisage un lieu, s'intéresse à des questions locales, comme ici avec cette œuvre qui évoque l'exploitation du charbon dans la Ruhr, à travers cette lignite qui recouvre la toile et qui évidemment évoque également l'exploitation abusive des terres. Avec cette œuvre, qui est un back-to-back, comme l'indique le titre, nous sommes face à deux bancs qui représentent en fait les deux parties de sa ville actuelle, qui est Berlin, Berlin-Ouest, Berlin-Est, la fracture qui a été refaite après la réunification. Et ce banc en fait est recouvert de repousses pigeons, une chose qui l'a beaucoup choquée quand elle est arrivée à Berlin, puisqu'en tant que Tunisienne, le pigeon est un oiseau qu'on accueille de manière bienveillante. Et cette sculpture, cette sorte de hérisson, en fait, évoque eh bien, la fracture, le fait de repousser l'autre, et évidemment, en arrière-plan, la crise migratoire en Allemagne. Shimpom est un groupe japonais dont la pratique est essentiellement performative. Elle a débuté en 2011 au moment des événements de Fukushima, et là, vous les voyez d'ailleurs sur le site en train d'accomplir une action critique par rapport à la manière dont cet événement a été géré. Cette exposition résolument contemporaine revient pourtant sur des moments importants de l'histoire collective. Cette salle, en particulier, revient sur la fin du système de l'apartheid en Afrique du Sud, avec des œuvres historiques qui avaient été présentées dans les années 90 à la première biennale de Johannesburg, dont le commissaire avait été le commissaire nigérian Okwi Enwezor. Mais aussi, cette salle inclut une plus jeune génération d'artistes, comme Skemangwale Khulere, un artiste sud-africain qui médite ici dans cette installation magistrale sur cette histoire qui ne passe pas. On retrouve tout un lexique qui est lié à la communauté noire et à l'expérience noire en Afrique du Sud, notamment les chiens, puisque les chiens étaient lancés, comme vous le savez, par la police blanche sur la communauté noire aux heures sombres de l'apartheid.
On a cette meute pétrifiée, c'est aussi un objet en céramique qu'on retrouve dans les ghettos, dans les townships noirs en Afrique du Sud. Et cette meute pétrifiée côtoie des valises, ces valises qui nous rappellent le courage des activistes pendant l'apartheid qui transportaient des documents confidentiels dans des faux fonds. Et en même temps, ces valises sont devenues des sculptures, des valises à béquilles qui nous parlent de cette histoire blessée dont l'Afrique du Sud ne sait pas encore quoi faire exactement. Et l'ensemble de ces objets sont pris dans les chutes de cette nation arc-en-ciel, ce rêve de Mandela qui aujourd'hui tombe en désuétude. Donc on est appelé à recomposer cette mémoire blessée. Mbarek Bouchichi est un artiste marocain pour lequel la résistance est en fait l'art lui-même ou encore la littérature ou la poésie. C'est un artiste qui s'intéresse à la poésie berbère, notamment des années 70, et ces poètes qui sont aujourd'hui presque des monuments en voie de disparition utilisaient des bâtons pour déclamer leur poésie, une manière d'être debout, de prendre position grâce à l'art, pour l'art, une résistance donc qui n'est pas offensive, mais une manière tout simplement de prendre une position et de la conserver. Dans cette salle dédiée à la résistance par notamment l'écriture et le pouvoir de l'écrivain, cette tapisserie d'Abdoulaye Konaté, un artiste malien absolument majeur, qui a produit cette œuvre en commentaire des attentats de Paris, spécialement pour le Centre Pompidou, et une œuvre qui est extrêmement typique, à la fois sur un plan thématique et sur un plan matériel de sa pratique artistique, puisque Abdoulaye Konaté médite notamment sur l'altercation entre le politique et le religieux, qui est un commentaire évidemment très très important de l'histoire politique de son pays, depuis une trentaine d'années, depuis ses premières œuvres. Il travaille aussi le textile en utilisant des pigments qui renvoient au travail communautaire de femmes, de communautés d'hommes, qui racontent aussi une histoire régionale du Mali et qui sont liées aussi à des performances rituelles. Donc une œuvre tout à fait emblématique de son travail et très politique. Barthélémy Togo, un artiste franco-camerounais, nous a fait l'honneur de produire une série de tampons spécialement pour l'exposition qui rythmer en fait le parcours de l'exposition. C'est un artiste qui se considère comme migrateur et qui a produit de nombreuses performances très politiques dans les années 90, avec notamment les tampons de passeport qui contiennent en fait des messages très politiques qui correspondent exactement aux thématiques qui hantent l'exposition. Ici, devant nous, le travail de Cheikh Ndiaye, un artiste sénégalais qui a commencé depuis 10-15 ans une série absolument importante sur les cinémas qui ont été construits au moment des indépendances en Afrique de l'Ouest, notamment à Dakar et à Abidjan. Ce sont des cinémas extrêmement intéressants puisqu'ils nous permettent d'explorer une thématique qui traverse aussi l'ensemble de la salle, qui nous parle de la manière dont l'architecture aussi porte les stigmates et la mémoire coloniale. Ces bâtiments, en effet, ont été construits dans les années 60-70. Ce sont des bâtiments coloniaux et en même temps qui sont marqués par un régionalisme critique qui porte justement l'ambiguïté du rapport à la colonisation. Ce sont aussi des peintures qui nous parlent de différents moments, de différentes temporalités, de la manière dont ces cinémas aussi sont reconquis par des dynamiques proprement africaines, comme notamment des dynamiques urbaines. Les cinémas, comme vous le voyez ici sur l'une ou l'autre peinture, ne sont plus des cinémas actuellement à Abidjan et à Dakar, mais sont devenus des mosquées, des marchés, des églises, sont repris, réappropriés par la ville de Dakar et d'Abidjan. Insoo Zen est une artiste chinoise dont cette œuvre parle par elle-même de la menace de cette course aux armements avec cette sculpture assez étonnante qui mixe des lames qui sont fixées à l'intérieur de structures recouvertes de textiles recyclés. C'est aussi une artiste qui, au-delà d'évoquer des conflits potentiels, s'intéresse au recyclage et notamment aux questions de consommation, de surconsommation dans la nouvelle société chinoise.
Nous sommes ici devant l'œuvre d'Ibrahim Mahama, un artiste ghanéen qui travaille presque exclusivement la toile de jute comme un objet monumental, puisqu'il aime à recouvrir et à interroger une mémoire industrielle à l'abandon au Ghana de cette toile de jute. Donc ces architectures industrielles qui datent de la fin de la colonisation anglaise, mais aussi des débuts de la décolonisation du Ghana, et donc de l'ambiguïté de ce moment de la transition vers l'émancipation. Et en même temps, c'est un médium qu'il utilise pour produire des véritables peintures. Et ici, cette peinture en est un exemple absolument majeur. Il produit des peintures qui sont en même temps des peintures sociales, le toile de jute nous racontant l'histoire d'une traversée fabriquée en Asie du Sud-Est, transportant des noix de coco sur les marchés au Ghana, mais devenant aussi un outil de communication, un outil même de transaction économique et un objet d'exploration plastique, puisqu'il aime à travailler ces toiles de jute avec des communautés, notamment de femmes, pour explorer les potentialités plastiques de ce médium, de cet outil-là. Ici, nous avançons vers une autre œuvre textile d'Otobong Nkanga. Cette œuvre commente de manière monumentale et magistrale l'exploitation minière de la région natale d'Otobong Nkanga au Nigeria et articule de manière extrêmement subtile la manière dont elle travaille différents types de médiums, la performance, mais aussi la tapisserie, la photographie. Et on y voit de manière très subtile la manière dont les corps, notamment noirs, sont fragmentés et exploités par la mémoire coloniale et par les persistances de la colonisation, et comment une histoire locale est aussi nécessairement enchevêtrée dans une histoire globale. Younes Ramoun est un artiste basé à Tétouan qui a réalisé cette installation vidéo Vague maison bateau selon son titre. C'est une installation extrêmement poétique qui commente la question du déplacement, notamment à travers la Méditerranée, avec ce fragile esquif qui est composé tout simplement d'un contenant en verre, de débris de verre, de cette petite maison en bois qui flotte sur cette vague filmée. C'est toute la manière de Younes Ramoun, qui est quelqu'un très imprégné de spiritualité, de philosophie soufie, d'évoquer la précarité des choses, tout comme celle des hommes qui doivent s'exiler et quitter leur pays. Suzanne Founa est une artiste égyptienne et allemande, donc une double culture, qui s'interroge sur les rapports des éléments architecturés avec le corps, notamment le corps féminin. Ici, un moucharabié sur lequel est inscrit Woman in Cairo, le moucharabié qui cache la femme des regards et qui est en même temps le lieu d'inscription d'une déclaration féministe, ou cette robe sur laquelle elle a apposé des motifs architecturaux tirés d'une petite ville suisse, une manière d'intriquer le corps de la femme, ici camouflé, la femme qui performe dans la ville, avec les motifs géométriques qui ornent ces bâtiments. Une manière de dire aussi combien le corps de la femme est tributaire d'un certain nombre d'a priori sociologiques, anthropologiques, qui inclut également la manière dont on conçoit les espaces publics urbains, publics et privés. Dans cette œuvre, l'artiste nigériane Marcia Kouré produit un véritable manifeste féministe en réinventant les trois grâces. Les trois grâces sont ici trois corps collectifs de femmes. La reine Nandi, qui était la reine du roi Shaka Zulu en Afrique du Sud, une grande reine sud-africaine. Un hommage à l'armée des Amazones du Dahomey, l'actuel Bénin, qui a depuis toujours une armée très puissante de femmes, et Fumilayo Ransome Kuti, qui était la femme du musicien Fela Kuti, une des figures de proue du panafricanisme dans les années 70, et qui a été une très grande activiste militante des droits des femmes au Nigeria. Donc dans cette œuvre, une œuvre qui nous parle aussi de sa formation à l'abstraction au Nigeria, mais aussi de la violence faite au corps des femmes avec ce feutre qui est
été éventré comme ça et tranché de manière très violente, avec en particulier ce détail des perruques afro qui nous rappelle bien sûr la figure activiste d'Angela Davis. Il faut dire que Marcia Couré vit aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Face à cela, un féminisme beaucoup plus doux, affirmée par Billy Zangewa, une artiste qui vit aujourd'hui à Johannesburg et qui produit de manière extrêmement patiente, extrêmement attentionnée, un travail autour de la soie, des tapisseries qui lui prennent énormément de temps, où elle produit des scènes de genre qui sont des scènes qui parlent et qui affirment de manière militante la possibilité de créer des scènes qui parlent de l'intimité et de la subjectivité noire, d'un certain confort, d'une certaine douceur, qui est aussi un acte militant en soi. Global Résistance est donc une exposition qui nous permet de voyager sur différents continents, d'évoquer des questions liées à l'environnement, aux luttes politiques, aux luttes pour les droits humains, pour les femmes en particulier, pour ceux qui sont les déshérités de notre terre. Et pour cela, nous avons reçu la contribution absolument inestimable des amis du musée, qu'ils soient donc remerciés pour cette exposition, ces acquisitions et aujourd'hui une exposition qui résonne plus particulièrement avec l'actualité, avec ces tampons que Barthélemy Togo nous a dispatchés dans toute cette exposition, Black Lives Matter, My Body, My Choice, Trans Rights. C'est une exposition qui résonne avec l'époque. Un appel à nous réapproprier une histoire, des histoires, pour la première fois un accrochage qui affirme un décentrement, qui montre des artistes avant tout non occidentaux, mais qui nous rappelle aussi que toute histoire est nécessairement globale.